L'expression du visage ne correspondait pas à la douleur que devaient soi-disant provoquer les pincements de la peau et les muscles, mais sans doute concordait-elle mieux avec le contenu des pensées à l'arrière-plan de cette douleur, compte tenu que l'excitation des parties du corps associée avec lui remettait au jour. J'avais déjà de la même manière observé des expressions significatives en excitant, dans un cas d'hystérie avérée, les zones hyperalgiques, et les autres mimiques correspondaient aux indices les plus légers d'un accès hystérique. Je ne pus au début m'expliquer la localisation inhabituelle de la zone hystérogène. Il fallait aussi trouver pourquoi l'hyperalgie affectait principalement les muscles. La sensibilité locale des muscles à la pression est le plus souvent due à l'infiltration rhumatismale de ces derniers, à ce qu'on appelle ordinairement le rhumatisme musculaire chronique, dont j'ai déjà dit qu'on pouvait le confondre avec certaines affections nerveuses. Chez Fräulein von Herr, la consistance des muscles n'infirmait pas cette hypothèse, car on découvrait dans les masses musculaires une quantité de cordons durs qui paraissaient aussi particulièrement sensibles. Probablement existait-il, comme nous l'avons indiqué, une altération organique des muscles servant de base à la névrose et dont celle-ci faisait ressortir de façon exagérée l'importance. Pour déterminer le traitement, nous partîmes donc de l'hypothèse d'une maladie mixte. Nous recommandâmes la continuation des massages systématiques et de la faradisation des muscles sans tenir compte des douleurs que ces traitements provoqueraient. Je me réservais le traitement des jambes par une franklinisation énergique, ceci afin de rester en contact avec la malade. Quand elle me demanda si elle devait s'efforcer de marcher, je lui répondis par une nette affirmation. Nous obtîmes ainsi une légère amélioration. La malade paraissait particulièrement apprécier de plus en plus les chocs électriques douloureux, et plus ceci était fort, plus il semblait atténuer les souffrances de la maladie. Pendant ce temps, mon collègue préparait le terrain en vue d'un traitement psychique, et lorsqu'après 4 semaines de ce simulacre de traitement, j'en vins à proposer une cure psychologique et que je donnais à la malade quelques renseignements sur le procédé employé et son mode d'action, je rencontrai tout de suite chez elle de la compréhension et peu de résistance. Cependant, la tâche que j'entrepris alors s'avéra une des plus ardues que j'eusse jamais réalisées. Et parmi toutes les difficultés que je dus alors surmonter, celle-ci occupa une bonne place. Pendant longtemps, je ne pus comprendre le rapport unissant cette histoire de maladie et le mal lui-même, qui trouvait cependant dans la série des incidents vécus sa cause et sa détermination. Lorsqu'on entreprend un traitement cathartique de cette sorte, il faut d'abord se demander si le sujet connaît l'origine et le motif de sa maladie. Ensuite, il deviendra sans doute superflu d'utiliser une technique quelconque particulière pour le pousser à révéler l'histoire de son mal. L'intérêt qu'on lui témoigne, la compréhension qu'on lui fait pressentir, l'espoir de guérir qu'on fait luire à ses yeux, poussent le malade à livrer son secret. Dès le début, je soupçonnais que Fräulein Elisabeth devait connaître les motifs de sa maladie. Donc elle renfermait dans son conscient non point un corps étranger, mais seulement un secret. En la regardant, on pensait aux paroles du poète. Ce petit masque-là fait augurer un sens caché. On verra que je me trompais sur ce point. Je pus donc tout de suite renoncer à l'hypnose en me réservant pourtant d'y recourir plus tard dans le cas où, au cours de la confession, la mémoire de la malade ne parviendrait pas à mettre en lumière certaines associations. Ce fut là ma première analyse complète d'une hystérie. Elle me permit de procéder pour la première fois à l'aide d'une méthode que j'érigeai plus tard en technique à l'élimination par couche des matériaux psychiques, ce que nous aimions à comparer à la technique de défouissement d'une ville ensevelie. Je me faisais d'abord raconter par la malade tout ce que lui était connu en notant avec soin les passages où une association demeurait énigmatique, où un maillon semblait manquer dans la chaîne des motivations, puis je poussais ensuite plus avant dans les couches profondes du souvenir en utilisant dans ce cas soit l'investigation hypnotique, soit une technique analogue à cette dernière. Si nous employons ce procédé, c'est naturellement parce que nous espérions mettre en lumière une détermination parfaitement suffisante. Nous parlerons bientôt des moyens d'exploration en profondeur. L'histoire des souffrances racontées par Fräulein Elisabeth était fort longue et tissée de toutes sortes d'événements douloureux. Pendant ces récits, elle n'était pas en état d'hypnose, mais je la faisais s'allonger, les yeux fermés. Toutefois, je ne m'opposais pas à ce qu'elle ouvrît de temps en temps les yeux, qu'elle changeât de position, qu'elle s'assit. Quand un passage de son récit la touchait plus profondément, elle semblait tomber spontanément dans un état analogue à l'état hypnotique. En pareil cas, elle restait allongée sans bouger, les yeux fermés.
Voici d'après ses dires de quoi se composait la couche la plus superficielle de ses souvenirs. Cadette de 3 filles, tendrement attachée à ses parents, elle avait passé sa jeunesse dans un domaine de Hongrie. L'état de santé de sa mère laissait beaucoup à désirer, à cause d'une affection oculaire accompagnée de troubles nerveux. Il s'ensuivit qu'elle s'attacha très profondément à son père, homme enjoué, aimant profiter de la vie, qui avait accoutumé de dire que pour lui, Elisabeth remplaçait un fils et un ami, avec qui il pouvait échanger des idées, bien qu'elle l'eût beaucoup gagné au point de vue intellectuel. Dans ces relations, le père comprenait que la forme d'esprit de sa fille n'était pas de celle que l'on aime trouver chez une jeune personne, par plaisanterie. Il la qualifiait d'impertinente et d'ergoteuse, la mettait en garde contre des jugements trop catégoriques et une franchise trop brutale, et répétait souvent qu'elle trouverait difficilement un mari. En fait, elle était elle-même très mécontente de sa féminité, forgeait quantité de plans ambitieux, voulait faire des études ou devenir musicienne, s'insurgeait contre l'idée de devoir sacrifier dans quelques mariages ses inclinations et la liberté de son jugement. En attendant, elle était fière de son père, de la situation sociale de sa famille, de la considération dont celle-ci jouissait et veillait jalousement à tout ce qui touchait ses biens précieux. Elle s'effaçait à l'occasion devant sa mère et ses aînés, atténuant ainsi pour elle les aspérités de son caractère. L'âge des jeunes filles incita la famille à aller résider dans la capitale où Elisabeth put pendant quelque temps profiter d'une existence familiale plus large, plus gaie. Puis vint la catastrophe qui anéantit tout le bonheur de cette famille. Le père avait soit caché aux siens, soit ignoré lui-même une affection cardiaque chronique, et on le ramena un jour chez lui inanimé, après une première crise d'œdème pulmonaire. Il fallut le soigner pendant 1 an et demi, et c'est Elisabeth qui s'y consacra le plus. Elle dormait dans la chambre de son père, s'éveillait la nuit à son appel, s'occupait continuellement de lui et s'efforçait de paraître gai, tandis que lui-même supportait cet état sans espoir avec une aimable résignation. C'est de cette époque que devait dater la maladie d'Elisabeth, car elle se souvenait d'avoir été obligée de rester 1 jour et demi au lit au cours des 6 derniers mois de son travail d'infirmière, à cause de douleurs dans la jambe droite semblables à celles d'aujourd'hui. Mais elle prétend que ces douleurs avaient rapidement disparu et qu'il n'y avait alors prêté aucune attention. En fait, ce ne fut que 2 ans après la mort de son père qu'elle se sentit malade et que ces douleurs l'empêchèrent de marcher. Le vide laissé par la mort du père dans cette famille composée de 4 femmes, la vie retirée, la cessation d'une quantité de relations dont on avait espéré tirer agrément et avantage, l'état de plus en plus maladif de la mère, tout cela affecta l'humeur de notre patiente, tout en éveillant en elle un ardent désir de voir pour les siens un bonheur nouveau remplacer le bonheur perdu, et elle se consacra désormais entièrement à la survivante, sa mère. L'année de deuil, une fois terminée, la plus âgée de ses sœurs épousa un homme intelligent, travailleur, bien considéré, et à qui un grand avenir semblait promis, du fait de ses dons intellectuels. Mais les relations plus intimes mirent bientôt en lumière sa susceptibilité maladive, son humeur toujours capricieuse, son égoïsme. Il fut le premier au sein de cette famille à oser manquer d'égard envers la vieille dame. Ce fut plus qu'Elisabeth n'en put supporter, et elle se sentit appelée à mener le combat contre son beau-frère chaque fois qu'il en fournirait l'occasion. Les autres femmes, elles, prenaient à la légère les explosions de ce tempérament irritable. Ce fut pour elles une douloureuse déception de constater que la reconstruction de son ancien bonheur familial était ainsi entravée, et elle ne pardonnait pas à sa sœur mariée, qui, en épouse soumise, ne voulait pas prendre parti. Toute une série de scènes était ainsi restée gravée dans la mémoire d'Elisabeth, certaines même qu'elle n'avait encore jamais mentionnées, bien qu'elles concernassent ce premier beau-frère. Toutefois, le plus grand reproche qu'elle lui faisait était d'avoir émigré avec toute sa petite famille dans une ville éloignée d'Autriche, cela dans l'espoir d'obtenir de l'avancement dans sa carrière, contribuant ainsi à accroître l'isolement de leur mère. À cette occasion, Elisabeth avait très nettement senti son impuissance, son incapacité à offrir à sa mère une compensation pour le bonheur perdu et l'impossibilité de réaliser le projet conçu à la mort de son père. Le mariage de la deuxième sœur semblait devoir apporter plus de joie à la famille, car ce beau-frère, bien que moins doué intellectuellement que l'autre, était un homme fait pour plaire à des femmes ayant des sentiments délicats et habitués à tous les égards. Son comportement réconcilia Elisabeth avec l'institution du mariage et avec la pensée du sacrifice que celui-ci impliquait. En outre, les jeunes gens vinrent habiter tout près de la mère et leur enfant devint le préféré d'Elisabeth. Malheureusement, l'année où cet enfant naquit fut troublée par un autre événement, l'état des yeux de la mère
exigea une cure d'obscurité de plusieurs semaines à laquelle Élisabeth s'astreignit aussi. Puis une opération fut déclarée indispensable et les inquiétudes causées par cette intervention coïncidèrent avec les préparatifs du départ du premier beau-frère. L'opération, une fois pratiquée par un grand ophtalmologue, les trois familles se réunirent pour passer ensemble les vacances dans une ville d'eau. Élisabeth, épuisée par les soucis qui l'avaient accablée pendant les derniers mois, aurait dû se remettre durant cette période de détente où, pour la première fois depuis la mort du père, souffrance et crainte avaient cessé d'accabler la famille. Mais ce fut justement pendant cette villégiature qu'apparurent les douleurs et les troubles de la locomotion. Les douleurs s'étaient déjà fait sentir peu de temps auparavant, mais elles ne devinrent violentes qu'après un bain chaud pris dans l'établissement hydrothérapique de l'endroit. L'apparition des douleurs fut attribuée à une longue promenade, une marche d'une demi-journée faite quelques jours auparavant. On crut ainsi qu'Élisabeth s'était surmenée et avait ensuite pris froid. À partir de ce jour, Élisabeth devint la malade de la famille. Un médecin lui conseilla d'aller passer la fin de l'été dans une ville d'eau, à Gernstein, où elle se rendit avec sa mère, non sans que de nouveaux soucis ne fussent venus l'assaillir. Sa deuxième sœur se trouvait de nouveau enceinte, et d'après les nouvelles qu'on en avait, cette grossesse s'annonçait fort mal. De ce fait, Élisabeth se décida très difficilement à partir de Gernstein, et 2 semaines à peine plus tard, sa mère et elle furent appelées auprès de la malade, maintenant alitée et qui n'allait pas bien. Ce fut d'abord le voyage si pénible pendant lequel, pour Élisabeth, les souffrances physiques s'ajoutèrent à sa terrible appréhension, puis l'arrivée à la gare où certains indices firent soupçonner le pire, et enfin, quand elles pénétrèrent dans la chambre de la malade, la certitude d'être arrivée trop tard pour dire adieu à une vivante. Élisabeth ne souffrit pas seulement de la perte d'une sœur tendrement aimée, mais presque autant des pensées qui fit naître cette mort et des changements qu'elle entraîna. Sa sœur avait succombé à une maladie de cœur aggravée par la grossesse. On se dit alors que la maladie de cœur était un héritage paternel, puis on se rappela que la défunte, dans sa première jeunesse, avait été atteinte de chorée accompagnée d'une légère affection cardiaque, chorée. On reprocha au médecin et on se reprocha à soi-même d'avoir laissé le mariage se faire, et l'on fit grief au malheureux veuf d'avoir compromis la santé de sa femme par 2 grossesses successives. À partir de cette époque, l'impression pénible causée par cette mort, qui mettait fin à une union heureuse, où, chose rare, toutes les conditions de bonheur étaient réunies, ne cessa d'occuper entièrement l'esprit d'Élisabeth. De plus, elle voyait à nouveau détruit tout ce qu'elle avait souhaité pour sa mère. Le beau-frère, veuf inconsolable, s'éloigna de la famille de sa femme, et il semble que sa propre famille, qu'il avait négligée pendant sa courte et heureuse union, ait alors trouvé le moment favorable pour le reprendre. Il ne fut pas possible de maintenir l'ancienne intimité, car le veuf ne pouvait songer à habiter avec sa belle-mère, vu la présence d'une belle-sœur célibataire. Il refusa de confier à ces 2 femmes son unique enfant, seul héritage de la défunte, en fournissant ainsi pour la première fois une occasion de lui reprocher sa dureté de cœur. Enfin, et ce ne fut pas le moins pénible, Élisabeth entendit vaguement parler d'une querelle qui aurait éclaté entre ses 2 beaux-frères et dont elle ne pouvait que soupçonner le motif. Il semble que le veuf ait formulé certaines exigences d'ordre pécuniaire que l'autre beau-frère tenait pour injustifiées et qu'il qualifiait même, en raison du deuil récent de la mère, de grave extorsion de fonds. Telle était la triste histoire de cette jeune fille ambitieuse et avide d'amour. Elle en voulait au destin et était pleine d'amertume d'avoir vu échouer tous les petits plans qu'elle avait forgés pour redonner de l'éclat à sa maison. Ceux qu'elle aimait étaient morts ou éloignés ou devenus des étrangers. N'ayant aucune tendance à chercher refuge dans l'amour d'un homme, elle vivait depuis 1 an et demi presque séparée du monde, uniquement occupée à soigner sa mère et ses propres douleurs. Si l'on voulait bien oublier l'existence de plus grandes souffrances et faire sien le psychisme d'une jeune fille, on ne pouvait refuser à Fräulein Elisabeth une amicale sympathie humaine. Mais au point de vue médical, comment interpréter dans cette observation les rapports entre les souffrances morales et les troubles locomoteurs? Comment expliquer et traiter ce cas dont la guérison devait peut-être impliquer la connaissance des traumatismes psychiques? La confession de cette malade causa d'abord une grosse déception au médecin. Il s'agissait d'une banale histoire de ressources morales qui n'expliquait ni pourquoi l'intéressée devait être atteinte d'hystérie, ni pour quelle raison l'hystérie avait justement pris la forme d'une abasie. La cause et la détermination de l'hystérie en question restaient obscures. Peut-être pouvait-on admettre que la maladie avait établi une association entre des souffrances morales et des douleurs physiques que le hasard avait fait coïncider dans le temps.
Peut-être fallait-il supposer qu'elle utilisait dans sa mémoire les sensations physiques comme symbole de faits psychiques. Il n'était pas encore possible de savoir pour quel motif et à quel moment s'était effectuée cette substitution. C'était là d'ailleurs des questions dont les médecins ne se souciaient ordinairement pas jusqu'à ce jour. On se contentait de dire que la malade était affectée d'une constitution hystérique et que sous la pression intense d'excitation quelconque, elle pouvait selon son tempérament développer des symptômes hystériques. Cette confession semblait devoir procurer encore moins d'avantages pour la guérison du cas que pour sa compréhension. Il était impossible de soupçonner quelle influence bienfaisante pouvait avoir sur Fräulein Elisabeth le fait de raconter à un étranger qui lui témoignait alors une sympathie modérée les malheurs bien connus qui avaient frappé toute sa famille. Et de fait, aucun succès thérapeutique ne résulta de ce récit. Au cours de cette première période du traitement, la malade ne manqua jamais de répéter à son médecin qu'elle continuait à mal aller, que les douleurs n'avaient pas diminué. Quand elle me regardait d'un air malicieux et sarcastique, tout en reconnaissant qu'elle avait raison, je pensais à son père, M. Von Hare, qui avait qualifié sa fille préférée d'insolente et de méchante. Si parvenu à ce stade, j'avais abandonné à ce stade le traitement psychique de Fräulein Elisabeth, le cas n'aurait en rien pu servir à édifier une théorie de l'hystérie. Mais je poursuivis mon analyse parce que j'étais certain d'arriver à tirer des couches plus profondes de la conscience, la compréhension aussi bien de la motivation que la détermination du symptôme hystérique.